Mesdames et messieurs, vraisemblablement, on en saura beaucoup plus le mercredi 21 février prochain sur le sort de cette proposition de loi portant révision de la Constitution. Passera pas, on verra bien. Sans lire dans la mare de café, nous allons revenir sur cette question avec notre invité de ce matin. Je vous l'avais annoncé. Et il s'agit de Jacques Ayadji, président du parti Moël Bénin, que je salue. Bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Merci de m'inviter pour repréciser, clarifier la position du parti Moël Bénin que je dirige dans ce sujet qui défraie la chronique. Qui défraie la chronique et qui fait parler. Bien évidemment, nous ne parlerons pas que de révision de la Constitution ou du Code électoral. Nous allons toucher quelques questions d'actualité, bien évidemment, parce que l'actualité est assez fournie. Nous allons parler de la crise au Sénégal. Nous allons parler même de la posture, en tout cas de la position du parti Moël Bénin dans cet ensemble de la majorité présidentielle. Nous allons parler des questions, cette question de ministre conseiller, si le temps nous le permet. Disons, commenter quelques autres questions d'actualité. Jacques Ayadji, à l'occasion de votre déclaration du 1er février passé, vous avez fait quelques propositions pour ne s'en tenir qu'aux injonctions de la Cour constitutionnelle. Apparemment, on ne vous a pas écouté. Apparemment, la mouvance, en tout cas la majorité parlementaire, disons, garde le cap quant à cette révision de la Constitution. Bon, nous, on s'est exprimé. Nous avons donné notre position sur le sujet. Nous ne sommes pas au Parlement, donc les parlementaires sont dans leur rôle de continuer de poursuivre l'étude de cette proposition de loi. C'est un peu dommage, parce que quand on a un soutien affirmé d'un chef d'État, si on est de la majorité présidentielle et que le patron de la majorité présidentielle indique la direction à suivre, indique le chemin à suivre, il ne me semble pas correct de faire ce que je peux appeler ce forcing-là. Pour vous, c'est un forcing. Ça veut dire que les deux grands partis de la mouvance présidentielle font sécession, en tout cas s'opposent à la possibilité. On ne peut pas dire que c'est les deux formations de la mouvance présidentielle. Parce que lorsque vous rentrez à l'intérieur de chacune de ces formations, il y a une cacophonie. Il y a des gens qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord, etc. Donc, en tout cas, il y a un certain nombre de députés qui fait ce que j'appelle une rébellion contre le chef de l'État. Vous appelez ça rébellion? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, lorsque le patron indique la direction à suivre, et ceci publiquement, vous avez le devoir, si vous le soutenez dans la fidélité et dans la loyauté comme Moël Bénin le fait, Moël Bénin s'emploie à le faire, il ne faut pas faire ce qui se fait là. En disant cela, est-ce que vous ne donnez pas l'eau au moulin à tous ceux qui qualifient voilà, les députés de la mouvance présidentielle, et ça ne date pas d'aujourd'hui d'être simplement des caisses de résonance, qui doivent suivre stricto sensu ce que le président dit? Non, en fait, la question de la révision de la Constitution, c'est une question majeure, ce n'est pas une question simple. J'ai entendu dans une ancienne vie par certains chantres de cette révision aujourd'hui que la Constitution du Bénin a une charge émotionnelle et que pour toucher à une seule virgule, il faut une large concertation. Il faut de larges débats. Et quand on parle de débat, ce n'est pas les passages sur les télés et les radios, non, c'est des débats organisés où on invite chaque compartiment du peuple et puis on met la question en débat, on en débat. Je suis gêné que ce soit ceux qui, avec moi, par le passé, avaient défendu cette position pour la Constitution, qui sont aujourd'hui les chantres d'une révision non acceptée par le peuple. Ce n'est pas du tout normal. Vous avez vu que en 2006, il y avait avant 2006,
il y avait une tentative de révision dans les mêmes conditions où on avait mis en place ce que nous avons appelé « touche à ma constitution ». Vous savez, tous les... Touche pas à ma constitution. Touche à ma constitution. Vous savez, tous les acteurs qui y ont participé. Mais, quand ces acteurs-là, d'une manière ou d'une autre, ont pris le pouvoir en 2006, vers 2014-2015, le même débat est revenu et les discours ont changé. Ceux qui n'étaient pas pour la modification sont devenus subitement pour. Mais ce que je peux reconnaître, c'est que le leader ou la leader, je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à ce point-là, qui avait conduit ce mouvement en 2006 de touche à la Constitution, je ne l'ai pas vu, je me rappelle pas l'avoir vu prendre les devants en 2000, vers la fin du mandat de Yahya Boni pour défendre le contraire, pour un peu comme ravaler ses voms. Je ne l'ai pas vu. Mais je vois aujourd'hui des gens qui en 2016, avec moi, avaient défendu le fait qu'on ne doit pas toucher n'importe comment la Constitution. Je les ai vus, je les vois aujourd'hui se mettre au premier rang pour faire cette défense-là. Oui, mais il y a eu le président en 2019, Jacques Ayadji, et vous étiez de cette même mouvance. Non. Est-ce que vous ne jouez pas quelque peu le mélodrame à chaque fois qu'il y a la révision de la Constitution? Quelque chose a été fait en 2019 et c'est rentré en application. Oui. Je ne vais pas revenir sur comment ça a été fait et tout, mais ça a été fait. Mais le reprendre aujourd'hui, 4 ans après, apparaît pour moi comme tirer le bouchon jusqu'à un niveau inacceptable. Voilà ce que moi je peux dire. Surtout que le problème que les gens ont mis sur la table et qu'ils cherchent à régler est un problème artificiel. J'ai dit artificiel parce que je ne veux pas parler de faux problèmes. C'est-à-dire on pose un problème qui n'est pas juste et on se met à vouloir le régler. Et pour le régler, on dit qu'il faut modifier la Constitution. De quoi s'agit-il? C'est le dispositif de parrainage aux élections de 2000, aux élections présidentielles, à l'élection présidentielle de 2026. Oui. Où un de nos citoyens a saisi la Cour pour attirer son attention sur un probable dysfonctionnement que nous pourrions avoir en 2026. La Cour a tranché. Pour dire, bon, s'agissant des députés, ce sont les députés de la mandature actuelle qui sont qualifiés pour donner le parrainage en 2026. Alors nous avons tous dit dans notre constitution que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours et s'imposent à tout le monde. De ce point de vue, si on est dans l'ordre constitutionnel, je pense que ceux qui continuent de dire que on va quand même poursuivre, ils sont en train de faire de la rébellion à l'autorité de la chose jugée, ce qui n'est pas normal. D'accord. Si vous parlez de rébellion, alors qu'en est-il de la position du chef de l'État lui-même? Vous dites sur cette question, la Cour constitutionnelle a dit clairement que ce sont les députés de 2000, ceux qui sont actuels, qui parrainent. Le chef de l'État, lors de sa dernière prise de parole, a dit le contraire, que pour lui, c'est ceux qui sont là. Moi, donc, quand vous parlez de rébellion juste pour les députés... Non, vous me suivez très très bien. Oui. Le chef de l'État, en disant ce que vous avez dit, encore que c'est vous qui l'avez entendu dire ça. Oui, il a dit. Il a dit et martelé qu'il ne veut pas qu'on touche à une virgule de la Constitution. Oui, ça. D'accord. Oui. Mais si on ne touche pas à une virgule de la Constitution, ça veut dire que c'est les députés actuels qui vont. Oui, j'insiste, Jacques Ayadji, qu'il a dit également que pour lui, c'est ceux les élus de 2026 qui devront parrainer. Il a dit ça également. Ce que moi j'ai entendu le chef de l'État dire, c'est qu'on ne touche pas à une virgule de la Constitution. Alors en équivalent, logiquement, ça veut dire quoi? Si on ne touche pas à une seule virgule de la Constitution, il n'y a pas de moyen que les députés qui seront élus en 2026 soient les parrains. Moi, je ne suis pas sûr que le chef d'État ait dit ça. Je ne suis pas sûr. Je ne l'ai pas entendu dire ça. Mais c'est vous qui dites qu'il a dit ça. Donc, si on ne touche pas à la Constitution, il n'y a pas de magie pour que ce soit les députés à venir
qui soient les parrains. Donc je disais tout à l'heure que c'est un problème artificiel qui est posé et on cherche à trouver la solution à ce problème artificiel et la solution, c'est la révision de la Constitution. Pourquoi je dis que c'est artificiel? La Cour a déjà tranché pour les députés. Il reste les maires. D'accord? Les maires seront élus le 11 janvier 2026, si mes souvenirs sont bons. Et la Constitution dit qu'ils doivent être installés entre le premier dimanche et le troisième dimanche du mois de février 2026. Et lorsque vous allez dans le calendrier, vous voyez qu'ils seront installés entre le 1er et le 15 février. Il se fait qu'à la date du 5 février, les candidats à l'élection présidentielle de 2026 devront tous avoir remis leur dossier entre les mains de la Sénat. Est-ce que c'est parce que la loi dit que le préfet ou les préfets ont 15 jours pour installer les conseils communaux qu'ils sont obligés de faire les 15 jours? Pourquoi, dans notre analyse, on ne peut pas se dire, oui, bon, nous allons tout faire, bien que la Constitution ait donné ce plage-là, pour installer les conseils communaux. Pourquoi on ne peut pas imaginer le cas de figure où, déjà entre le 1er et le 2, ou au plus tard le 3 février, tous les nouveaux élus sont installés. C'est pourquoi vous, dans votre proposition, vous avez dit ramener à 30 jours. Non, non, je ne pas dans votre proposition. Je ne suis pas encore là, voilà, parce qu'il y a énormément de pléthore de propositions. Mais je dis autre chose aujourd'hui. En sus de ce que nous avons dit, vous savez, dans le commandement au niveau des préfectures, il y a 4 personnes qui sont qualifiées pour procéder aux installations. Vous avez le préfet, vous avez le secrétaire général, vous avez les 2 chargés de mission de préfet. Ils sont 4. Moi, j'ai regardé un peu les départements que nous avons, les 12. Les départements les plus pourvus de communes en ont 9. D'accord? Supposons qu'on veuille vraiment régler le problème, comme je vous le dis là, et que le préfet, lui, il prend 2. Les autres aussi prennent 2, ça fait 8. D'accord? En une journée, ils peuvent finir d'installer tout le monde. En une journée. Donc le 1er février, si les gens le veulent, ils peuvent installer tous les conseils communaux. Il suffit que la veille, ceux qui sont chargés de faire les installations dans une région fassent un rapprochement de la région. S'ils ont 2 communes ou 3, le matin, on installe un conseil. L'après-midi, on installe un autre. Donc, dans une journée, on aurait fait la majorité des conseils communaux. S'il en reste 1 ou 2, le lendemain, on peut faire le reste. Si bien que, entre le 1er et le 2 février, on aurait installé tout le monde. C'est pourquoi je dis que c'est un problème artificiel. Ce n'est pas parce qu'on a le droit de faire quelque chose qu'il faut qu'on a l'obligation de le faire. Il faut faire le distinguage là. La Constitution n'a pas dit que vous êtes obligé d'étaler forcément pour que la dernière installation ait lieu le 15 février. Non, on peut s'arranger. D'accord? Maintenant, j'ai entendu des notions dans la défense de ceux qui soutiennent mordicus cette révision de la Constitution. J'ai entendu des notions de légitimité, des notions de légalité, des notions d'égalité. Et on a parlé de rupture de légitimité. Légitimité, parlons-en. Le droit positif du Bénin, là, ne reconnaît pas la légitimité. Notre droit positif, notre droit constitutionnel ne reconnaît pas la légitimité. Sinon, dites-moi, c'est vrai que c'est vous qui posez les questions. Oui, ici. C'est moi qui pose la question. Dites-moi, mais des fois on peut faire autrement. Dites-moi, à une élection constitutionnelle, quel est le taux de participation minimum en dessous duquel une élection n'est pas prise en considération? Dites-moi. Au Bénin ici, on a un corps électoral de 4 millions, de 5 millions de personnes. Mais on se rend compte que le jour du scrutin, ce n'est que 100 personnes. Je caricature et j'exagère. Oui, vous allez nous le dire. Ce n'est que 100 personnes qui sortent. Oui.
pour aller voter. On a un taux de participation médiocre de moins d'1%. Je pense que dans notre droit positif, on va proclamer des résultats sur la base de ce taux de participation. Ça veut dire que la notion de légitimité n'est pas au Bénin une notion constitutionnelle. Deuxième chose, la légitimité est donnée par qui? La légitimité est concédée par qui? Est concédée par le peuple. Et comment ce peuple a concédé la légitimité? Il y a une élection qui est en vue, et puis le législateur prend une loi et dit que vous allez aux élections, vous voulez élire les maires, mais si vous les élisez, vous les élisez pour 4 ans, vous les élisez pour 5 ans. Donc si, en cette connaissance de cause, les électeurs se rendent aux urnes et choisissent leurs élus, ces électeurs concèdent ou accordent à ces élus-là une légitimité du nombre d'années que je viens de vous citer. Et cette légitimité est convertie en légalité par les dispositifs institutionnels de proclamation des résultats, d'installation et autres. Donc, si ceux qui défendent aujourd'hui la Constitution, enfin, la légitimité, et parlent de rupture de légitimité, comment veulent-ils rétablir cette légitimité s'ils ne repartent pas au peuple? Je dis tout ça pour dire que on ne donne pas la légitimité par la loi après une élection. Si la loi peut servir de base à la définition de la légitimité avant l'acte électoral, cette loi ne peut plus servir. On ne peut plus, une fois que le peuple s'est exprimé, on ne peut plus se regrouper à l'Assemblée nationale pour prendre une loi, pour un peu prolonger, pour faire ce que les gens veulent faire, pour dire qu'ils veulent accorder la légitimité. Ce n'est pas juste. C'est pas juste. Et quand, moi je souhaite que les acteurs politiques, quand ils vont sur les plateaux, ils vont dans les meetings, et quand ils veulent parler là, il faut qu'ils se disent que ceux qui sont de l'autre côté et qui les écoutent, c'est le peuple. C'est une partie du peuple. Et ce peuple mérite respect. D'accord. Jacques a dit, avec ce que vous dites, ça veut dire qu'il y a, excusez-moi la tautologie, il y a rupture dans la rupture. Parce que ça donne l'impression d'un sacré cafouillage à l'intérieur de toute la galaxie présidentielle. Parce que quand vous parlez même de la question de la légitimité, bon, vous allez lui dire que c'est moi qui l'ai entendu, mais le président de la République lui-même en a parlé. Il a posé la question à haute voix. Est-ce que, en parlant de légitimité, que des députés ne soient pas reconduits pour le mandat en 2026 et qu'ils soient toujours en position de parrainer? Lui-même a posé cette question. Donc, entre ce que vous dites, ce que lui il a dit et ce que une bonne partie des députés disent, visiblement, ça donne l'impression quand même d'un cafouillage au niveau de la mouvance présidentielle. Vous savez, un chef d'État, oui, il est un peu pris en otage. Parce que c'est un homme. C'est lui la victime. Parce que tout ce qui rentre dans ses oreilles-là, mais ça peut le tromper. Oui, ça veut dire que ce n'est pas un peu trop facile. On a donné l'impression d'un chef d'État, de tout ce qu'on a observé jusqu'à maintenant, ouais. On a donné l'impression, il y a l'impression qui est donnée, c'est que c'est le chef de l'État qui donne le là. Et les autres suivent. Vous l'avez dit au début de l'émission. Et là, vous venez nous le dépeindre comme la victime. Je ne dis pas, vous avez dit quelque chose que le chef d'État aussi a parlé de légitimité. Oui. Et je suis en train de vous expliquer qu'un chef d'État, ça entend trop. Et ça entend trop. Et comme il est un homme, comme tout le monde, il peut se tromper. Parce que, regardez, le président de la République actuelle, il connaîtra son successeur le 12 avril 2026. D'accord? Il connaîtra son successeur le 12 avril 2026 ou quelques jours après. D'accord? Mais le président qui sera élu en 2026, il va prêter serment, il va entrer en fonction le 24 mai 2026. Voulez-vous me dire qu'entre le 12 avril 2026, date à laquelle nous connaîtrons
ou bien le président Talon connaîtra de façon théorique son successeur, vous voulez dire qu'il n'a plus de légitimité pour diriger le pays de 12 avril au 24 mai? Il faudra poser la question à Patrice Talon. Non. Discutons ici. Oui, bon, c'est moi, bon, on ne discute pas, c'est moi qui vous pose les questions, vous répondez. C'est la population qui vous suit. Discutons ici, parce qu'en fait, de notre position, oui, on ne comprend plus grand-chose. C'est-à-dire que le président de la République, oui, lors de sa conférence de presse, vous a fait un reproche, oui, à la presse en général. Vous devez animer les débats. Vous devez faire en sorte que si nous, acteurs politiques, nous sommes en train de nous tromper, nous sommes en train de prendre un mauvais chemin, pas vos débats, nous devons quand même vous remettre sur le nez. Maintenant, si vous êtes là, en bonne place, on fait beaucoup de débats. Si c'est des débats, on ne peut pas nous le reprocher. Mais vous venez me dire que vous êtes comme ça. Je dis que si de ce matin, c'est moi qui vous pose les questions. Donc, si c'est en matière de débat, vous pouvez nous suivre tous les jours, il y a débat tous les jours. Je vous dis simplement qu'on n'est pas les derniers qu'il n'y a pas, quelqu'un ne perd pas sa légitimité parce qu'il connaît son successeur. C'est faux. Personne ne perd sa légitimité parce qu'il connaît son successeur. Donc le chef de l'État a posé un faux problème. Je ne dis pas cela. Je dis, moi, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Nous sommes en train de faire un débat. Et je crois que c'est ce que le chef d'État va demander à sa conférence de presse. Faites des débats pour nous éclairer, nous, acteurs politiques. Parce que moi qui parle ici, ce n'est pas la science infuse. Je peux être en train de me tromper. Mais je dis que lorsque le peuple vous donne un crédit, parce que lorsque vous allez à une élection, les gens votent pour vous. Et avant l'élection, on leur dit qui vote pour un temps donné. C'est un crédit que le peuple vous donne. Et ce crédit-là, vous devez le consommer. Et ce n'est pas parce qu'on a anticipation, en fait, c'est pour éviter le vide institutionnel qu'on organise les élections avant la fin du mandat. Parce que si on doit attendre, par exemple, je caricature, si on va attendre le 24 mai 2026 pour organiser l'élection présidentielle, pour trouver le successeur du président qui est là, qui va diriger le pays dans ce laps de temps, c'est pourquoi dans toutes les démocraties du monde, vous voyez que les élections sont organisées un peu avant. Et le président qui est en exercice connaît son successeur, mais le successeur prend son mal à la patience et attend la fin du mandat de l'autre. Aux États-Unis, c'est une démocratie que nous copions, nous regardons. Les élections présidentielles a lieu, je crois, en novembre. Je pense que c'est en janvier que le nouveau président entre en fonction. Mais entre novembre et janvier, on ne dit pas que c'est celui qui est élu, celui qui est là dans le fauteuil a perdu sa légitimité, et que on ne dit pas des choses comme ça. Mais chacun a dit, vous ne répondez pas à ma question, est-ce qu'il y a rupture dans la rupture? Non, pourquoi? Parce que le minimum, avec ce que vous avez dit, le minimum qu'on peut conclure, c'est que entre vous ne parlez pas. Suite à votre déclaration, on peut vous poser. Alors allons-y, suite à votre déclaration, est-ce que vous avez eu des passerelles de discussion entre Moël Bénin, par exemple, et l'UP, le Renouveau, ou le Bloc républicain, qui sont les deux partis? Mais vous savez, le Parti des démocrates a fait une sorte de concertation la dernière fois pour retenir sa position par rapport au dossier de révision de la Constitution. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont réuni tous les partis qui se regardent de l'opposition? Vous avez le sentiment que ça? D'accord? Ça veut dire que aussi au niveau de la mouvance, même si tous les partis politiques ne se sont pas mis et regroupés quelque part pour discuter du sujet, il y en a certains qui se sont certainement vus. Donc, je parle de vous. Vous êtes vu avec qui? Ou bien vous êtes resté seul malgré votre déclaration? Vous êtes concerté avec qui? Non. Puisque si on ne vous a pas entendu, ça veut dire que peut-être que soit vos propositions ne les intéressent pas, soit vous ne vous êtes pas parlé. Non, on peut déplorer l'absence ou l'insuffisance de concertation au niveau de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, on peut déplorer l'absence de ce cadre de concertation au niveau de la majorité présidentielle, mais ça ne veut pas dire que les gens ne se parlent pas. Ça ne veut pas dire ça. Ce que moi je vous dis ici, je le dis en privé, même s'il n'y a pas une assise formelle d'échange. Mais ce que je dis ici, mes amis qui sont à l'UP, le Renouveau, connaissent ma position.
par rapport au sujet de la révision constitutionnelle. Ils connaissent ma position. Mais ils ne veulent pas en tenir compte. Je ne sais pas. Je dis simplement, vous avez dit, est-ce qu'on échange? S'il n'y a pas d'échange formel entre l'UP Le Renouveau et Mouel Bénin, il y a quand même des discussions, on se taquine, on se dit nos vérités, comme on le dit, in boss. Donc, ceux-là qui sont dans ce parti politique et qui sont mes amis, mes camarades, ils savent, ils ne sont pas surpris parce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que quelque part, on échange. Donc moi, je souhaite quand même que cette émission soit une très bonne émission pour les téléspectateurs, pour le peuple béninois. Donc il faut que nous ayons une suite, parce que si on va ici, on vient là. Non, on est toujours sur le même sujet, parce que ce qui détonne entre ce que vous dites et ce que les autres disent, on a quand même envie de comprendre ce qui se passe au niveau de la majorité présidentielle. Non, c'est l'expression de la vitalité de la démocratie au sein de la majorité. Ce n'est que ça. Ce n'est pas, la majorité, c'est pas quelqu'un, on dit, ah, et on ne parle pas, non, on se parle. On se parle. Donc, vous ne devez pas déplorer ça. Pas vous ne voyez pas en France, au sein des formations politiques. Non, on ne déploie pas, on constate, on pose la question. Donc, il peut arriver que sur des sujets, que les positions soient divergentes. Il faut les assumer. Ouais, d'accord. Dans le même temps, on a cru comprendre que l'Union progressive Le Renouveau a également sous le coude un projet visant à, disons, à déférer à ce que la Cour constitutionnelle a demandé, donc se contenter du code électoral, retoucher au code électoral. Donc, on peut dire visiblement que en griffe, rien n'est perdu. Il y a révision de la Constitution, mais il y a un autre projet aussi pour retoucher le code électoral, même si on n'en a pas connaissance exactement de ce que l'UP propose exactement. On peut dire quand même que ça peut, disons, peut-être qu'une bonne partie de vos propositions serait prise en compte aussi de ce côté-là. Bon, on n'a pas vu le projet que l'UP Le Renouveau a déposé sur la table du Parlement, mais vous n'avez pas restitué exactement ce que l'UP Le Renouveau a dit dans son communiqué, c'est que c'est en cas d'absence de consensus pour la révision, que en même temps, de consensus, l'ensemble de consensus, ça vaut échec. Oui. D'accord? Donc, c'est pour gagner du temps qu'ils ont déjà sous le coup. Préparer une alternative. Voilà, quoi. Donc, c'est ça. Donc, pour revenir au sujet principal, le problème de rupture, d'égalité, qu'on a essayé de grossir au microscope pour tenter de réviser la Constitution est un problème artificiel. Parce que je viens de vous le démontrer qu'on n'a pas besoin forcément de 15 jours pour installer les conseils communaux. Il y a des communes il y a des départements qui ont une seule commune, le littoral. Il y en a qui ont 6. Il y en a même à la Donga, je pense que c'est 3 ou 5, c'est pas. Donc, si le préfet du département met à contribution tout le commandement de la préfecture, à savoir lui-même le préfet, le secrétaire général et les deux chargés de mission, je l'avais dit, le problème serait réglé. Et que chacun se donne comme objectif d'installer à partir du 1er février 2026 2 conseils communaux par jour, un dans la matinée et un autre dans l'après-midi. Je pense qu'en 2 jours, au plus tard le 2 février, on aurait installé tous les conseils communaux. Et du 2 au 5 février, date limite de remise des dossiers à la Sénat, et comme c'est les partis majoritaires qui désignent le maire, je crois que ça ira très vite. Et puis donc, on peut avoir la chance que ce ne soit pas les maires actuels qui parrainent les candidats aux élections présidentielles, et que ce soit les maires à venir. D'accord? Même si je prends le cas le plus défavorable, où vraiment, de façon
qu'il ne soit pas possible que les conseils communaux soient installés avant le 15. Je pense le cas le plus défavorable. Lorsque vous regardez la Constitution n'a pas parlé de... On a dit maire. On n'a pas dit maire élu en 2020 ou bien maire élu en 2026. Si on doit être logique, qu'est-ce qu'on doit faire? Le 5 avril 2000, pardon, le 5 février 2026, on fait ce qu'on appelle un arrêt de l'horloge. D'accord? On arrête le 5 février. Et on recherche au Bénin les députés et les maires. On recherche, je dis bien, on recherche au Bénin les députés et les maires. On va constater que les députés qui sont élus en 2023 sont toujours en activité. Ils ne sont pas remplacés. Donc, et ça, la Cour a tranché. D'accord? On va voir le 5 avril, le 5 février. Le 5 février, que peut-être certains maires élus sont déjà en place et d'autres ne le sont pas. D'accord? Donc, il n'y a pas de mal à ce qu'il y ait, comment on appelle, une combinaison de maires. C'est la loi qu'on regarde. Et lorsque moi je vois, les gens ne lisent pas tout, ou ils ne lisent pas ce qui ne les arrange pas. Moi, ils l'interprètent à leur façon. Je vais vous renvoyer aux dispositions transitoires de la Constitution révisée. Et je ne le lirai pas moi-même pour qu'on dise que c'est moi qui... Non, vous pouvez le lire. Vous pouvez le lire. Non, vous pouvez le lire. Moi, je vous dis de le lire. Non, vous pouvez le lire. Lisez-le. Zaka a dit lisez-le. Qu'est-ce que l'article 157.1 dit? Disposition transitoire. Ça veut dire que lorsqu'on veut partir d'une situation à une autre, et qu'on imagine qu'il peut y avoir des problèmes, on prend ce qu'on appelle les dispositions transitoires et finales. Et je lis ici, article 157.1. En vue de l'organisation des élections générales en 2026, le mandat des conseillers communaux élus en 2020 a pour thème la date d'entrée en fonction des conseillers communaux élus en 2026. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui n'est pas de légitimité là, parce que cette constitution a été votée et promulguée avant, comment on appelle, qu'est-ce que je veux dire là? En tout cas, on a dit que ce n'est pas une date qui est précisée. On peut dire que la fin du mandat des conseillers communaux en cours est indéterminée. En tout cas, en mathématiques, c'est ce que nous disons. Elle est indéterminée. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire, voilà, le conseil communal, la fin du mandat des conseillers communaux de Cotonou, c'est tel jour. Non. On a lié ça à un acte. On a lié ça à un fait. Parce qu'ils continuent leur mandat tant que les nouveaux élus ne sont pas installés. Donc, si nous arrêtons notre chrono, comme je vous l'ai dit, le 5 février 2026, et qu'on veut rechercher les maires, on recherche les maires. Puis on a dit que c'est les maires et les députés qui paraissent. Mais si les maires élus le 11 janvier, parce que les maires seront élus le 11 janvier comme les députés, si ces maires élus le 11 janvier, pour une raison ou une autre, ne sont pas encore installés le 5 février, la Constitution dit que le mandat de ceux qui sont là maintenant là ne prend fin que lorsque les autres sont installés. Ce qui n'a pas été le cas pour les députés et pour le président de la République. Parce que pour les députés, on a fixé une date. Deuxième dimanche de tel. Pour le président, on a fixé une date. Quatrième dimanche de tel. Ça veut dire que le problème, comment on appelle, artificiel que nous posons aujourd'hui est déjà prévu par la Constitution.
Donc avec votre démonstration, ce que vous appelez problème artificiel, alors qu'est-ce qui a motivé tout ce raffut autour Non, de c'est parce que les gens, quand ils ont pris la Constitution, ils se sont seulement arrêtés à l'article qui dit que les conseils communaux élus là sont installés en le premier dimanche et le troisième dimanche du mois de février. Ils ne sont pas allés loin pour aller voir les dispositions transitoires. S'ils avaient vu les dispositions transitoires, ils allaient voir que ce plage qu'on a donné en le premier dimanche et le troisième, le premier dimanche et le troisième dimanche du mois de février, c'est un plage indicatif. Parce qu'en lisant cette disposition transitoire, c'est que ça suppose que des problèmes peuvent arriver et quelqu'un ne serait pas installé dans cette fourchette-là. Donc c'est pourquoi le constituant délégué, parce qu'on n'a pas voté cette constitution dérivé, a prévu cela pour dire qu'en tout état de cause, le mandat des conseils communaux actuels, ça prend fin le jour de l'installation des élus. Donc, si le 5 février, on recherche les maires et que les élus, quoi qu'ils soient connus depuis le 11 janvier, s'ils ne sont pas encore installés, les autres continuent par avoir la plénitude de leur statut de maire, à savoir et la légitimité et la légalité. D'accord. Jacques Adji, pardonnez-moi, vous allez encore me dire que je sors du débat. Peut-être que vous n'avez pas envie d'égratigner vos amis, parce que tel que vous présentez les choses, ils se sont arrêtés à tel, ils n'ont pas assez lu, ils ne sont pas allés loin. Est-ce que c'est aussi simple? Ils sont des élus. Si vous le voyez, si vous êtes éclairé comme vous nous le démontrez, bon, il peut y avoir dans leur rang également, ils sont nombreux, des personnes aussi éclairées et perspicaces. Est-ce que ce n'est pas un peu trop facile de nous les présenter comme, bon, ils n'ont pas pris en considération, n'ont pas pris en considération? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres motivations? On est en politique encore une fois. Est-ce que, comme beaucoup le disent, est-ce que le véritable problème, en tout cas le fil conducteur de tout ce raffut qu'on observe autour de ces tests, c'est pas la volonté de contrôler quelque peu les parrainages des élus, qu'ils soient maires ou députés? Et c'est pas ça qui est. Tel que vous nous l'expliquez, c'est assez simple. Mais vous me connaissez très bien. Moi, je ne suis pas un adepte des débats fiction. Moi, je suis là, je fais la logique, je ne sais pas faire autre chose. Vous êtes pragmaticien, vous faites la logique. Voilà, est-ce que c'est pas... Je ne sais pas faire. Oui, parce que tel que vous l'êtes, je ne sais pas faire. Tel que vous nous le présentez, c'est très simple. Mais on se demande, ceux qui nous regardent vont se demander, à la lumière de ce que vous dites, mais pourquoi tout ce raffut, si c'est aussi simple de le régler? Mais je vous ai dit qu'en tout cas pour moi, le Bénin, c'est un débat, c'est un problème artificiel. Qui n'est pas un problème réel. C'est un problème imaginaire. Donc, moi, les 83 de la mouvance, plus ceux des démocrates se font tout ce raffut autour d'un problème imaginaire. Vous savez, le problème du Bénin, moi j'ai observé le Bénin et puis souvent ça m'attriste. Parce que quand un problème est posé, le premier qui pose le problème là, et il oriente le problème dans un sens là, tout le monde suit. Go, 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 go. C'est ce qu'on fait au Bénin. Mais nous, à moi, au Bénin, on prend le recul. On prend le recul et on met le problème sur la table. D'accord? Même nous-mêmes, si vous regardez un peu notre déclaration du 1er février, c'est exprès que nous sommes rentrés dans le débat comme si c'était un problème réel. Parce que même si c'est un problème réel, il y a des solutions qui ne vont pas jusqu'à la révision de la Constitution. D'accord? Mais on sait, on était bien conscient que c'était un problème artificiel. Parce qu'il n'y a pas de... Le terme rupture de légitimité n'existe pas. Ça n'existe pas. Et même si ça existait, on ne rétablit pas la légitimité par la loi. Ça, c'est interdit. C'est le peuple qui donne la légitimité. Alors que ce que nous propose, c'est que vous êtes élu pour 5 ans, le président de la République est élu pour 5 ans, c'est la légitimité que le peuple lui a donnée, c'est le crédit que le peuple lui a donné. Eh bien, nous allons amputer son mandat de 3 mois ou bien je ne sais pas combien.
ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'on est en train de tuer la légitimité en disant qu'on veut rétablir la légitimité. Je ne sais pas si vous me comprenez. La légitimité, c'est le peuple. Oui, vous l'avez assez dit. Ce n'est pas la loi. On a déjà fait ça une fois, en 2019. Et c'était une disposition partagée par toute la classe politique. Toute la classe politique. On a ajouté 45 jours par la loi. Par la loi, hein. Le peuple a donné 5 ans, mais par la loi, on a ajouté 45 jours. Mais dans le même temps, le peuple a donné 4 ans aux députés, et par la loi constitutionnelle de 2019, on a enlevé 3 mois, je ne sais pas combien. Alors pourquoi je dis que ça a fait l'objet de consensus, et cette disposition-là, de tuer la légitimité par la loi. Parce que nos amis, les démocrates, en 2019, ils ont dit 5 ans, c'est 5 ans. D'accord? C'était leur revendication, ça. Mais au moins, ils disaient 5 ans, c'est 5 ans. Et s'ils ont dit que 4 ans, c'est 4 ans. Parce que 4 ans, c'est 4 ans. S'ils le disent, ça ne les arrange pas. Parce qu'ils ont besoin d'être députés plus tôt. D'accord? Mais 5 ans, c'est 5 ans, c'est 5 ans. Ils ont... Bon, vous comprenez ce que je dis? Donc, s'il y avait une logique dans la revendication de nos amis, les démocrates, à l'époque, ils ne s'en seraient pas tenus seulement à 5 ans, c'est 5 ans. Ils vont dire 5 ans, ils vont se battre pour que par la loi, on n'augmente pas le mandat du président de la République. Et ils vont également se battre par la loi, ils vont également se battre pour que par la loi, on n'ampute pas le mandat des députés. Mais ils n'ont pas dit ça. Donc je dis que cette manière de faire est consensuelle. D'accord? Donc il faut que nous fassions attention à cela. Il faut qu'on fasse attention à cela. Voilà. Au-delà de cette question, pour sortir un peu de ce débat très précisément, de cette proposition de loi portant révision de la Constitution et des retouches éventuelles au code électoral, vous, à votre niveau, vous avez fait une proposition pour, disons, le rétablissement d'une certaine égalité avec ceux de l'extérieur. C'est vrai qu'on a compris que ces circonscriptions, en tout cas ces béninois de l'extérieur, vous tiennent à cœur. On ne sait pas combien ils pèsent dans votre, disons, stratégie électorale. Pourquoi et quel est le but? Qu'est-ce que vous revendiquez très exactement? D'abord, avant de venir à ce que je voudrais qu'on fasse une petite conclusion sur le... Je pense qu'ils nous ont compris. Mais bon, allez-y quand même. D'abord, les propositions de Moël Bénin par rapport à ce sujet imaginaire, artificiel, c'est le statu quo. La proposition phare, c'est le statu quo. D'accord? On ne fait rien. Comme le chef de l'État l'a demandé. Non, le chef de l'État, il a un peu reconduit notre proposition à nous. On ne fait rien, mais on modifie le code en jouant sur les délais. Je crois que c'est la proposition que nous avons faite en deuxième position sur, comment on l'appelle. Et puis, ça montre que nous sommes en phase avec le président de la République, sur au moins, sur ce terrain de règlement du problème. Donc, c'est le statu quo. On ne touche à rien. Maintenant, si nous tenons vraiment à ce qu'il n'y ait pas de mélange entre les maires actuels et les maires à élire en 2026, nous avons deux possibilités. La première possibilité, c'est ce que je viens de vous dire. On s'arrange, et je crois que c'est possible, c'est faisable. Pour installer tout le monde entre le premier et le 2. Entre le premier et le 2, le préfet puisse, avec tout le commandement, tout son staff installé. Ça va nous amener à ce que ce soit les maires actuels qui parrainent au même titre que les députés actuels. Mais si on ne veut pas, c'est un choix. On veut que ce soit les maires à venir qui installent. Alors nous proposons que le délai de 50 jours là soit revu. On peut dire 40 jours avant. D'accord? Et puis on gagne 10 jours, on gagne 20 jours,
plus les 11 jours que la Sénat a pour essayer de remettre les dossiers en ordre, on peut utiliser ça pour régler le problème. Oui, la révision de la Constitution n'est pas la solution, n'est pas du tout la solution aux problèmes posés par la Cour constitutionnelle. Ce qui ne veut pas dire que Moïse Bénin a une position dogmatique contre la révision. Nous sommes même les premiers à dire que nous avons besoin de plus que la révision de la Constitution. Nous avons besoin carrément d'une nouvelle Constitution pour refonder la République, pour avoir une nouvelle République. C'est ça notre position et c'est ça ce que nous avons défendu lors des législatives de 2023. Mais nous ne pourrons pas avoir une nouvelle République, une nouvelle Constitution sans les assises nationales. Donc laissons tout ce qu'on appelle révision de la Constitution parlementaire. Ce n'est pas... Enfin, ce n'est pas le souhait de Moël Bénin. On vous aura compris là-dessus. Ouais. Alors, par rapport à ma question, ce recours que vous avez fait devant la Cour constitutionnelle, très rapidement. C'est parce que la Cour, par le truchement de ce recours de nos compatriotes, Béro Kodjo, a ouvert la porte sur la révision, la relecture du code électoral que nous avons estimé que cette proposition de loi que nous avons prévue dans notre offre de législature pour la déposer sur la table de l'Assemblée, si jamais on avait quelques députés, n'en ayant pas eu, on a dit bon, on va en profiter pour attirer l'attention de la Cour sur cette discrimination qu'on a par rapport à nos compatriotes qui ne vivent pas au Bénin, ou ceux d'entre eux qui ont vécu à l'extérieur et qui sont venus se rétablir définitivement au Bénin et moins d'un an avant une échéance électorale législative à laquelle ils sont intéressés. Parce que lorsque vous voyez les critères, le critère de résidence pour les candidats à l'élection présidentielle, vous allez constater qu'il n'y a pas une durée. On a dit qu'il suffit que le candidat soit sur le territoire national pendant la période électorale. La même chose pour les élections communales et municipales. On se pose bien la question de savoir quelle est la spécificité de l'Assemblée nationale pour qu'on exige un an à ceux qui veulent candidater. Je ne vais pas, comme l'objectif de l'émission aujourd'hui, ce n'est pas cela, je ne vais pas m'appesantir sur cette question. Le recours est en instruction au niveau de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas encore vidé. Nous sommes encore invités pour le 21 mars. Nous allons répondre présent et nous espérons que finalement, on va corriger cette injustice-là. Voilà. Voilà. Une question, on a parlé de vos liens tout à l'heure avec les autres partis de la majorité présidentielle. On parle, toute cette question qu'on a évoquée aujourd'hui, tourne et tout, bien évidemment, de la succession en 2026. Pour vous, à Moël Bénin, quels sont les véritables enjeux de 2026, très concrètement? Au-delà de cette question du test, vous êtes un parti politique, tous les partis politiques sont appelés à préempter le pouvoir, à gagner le pouvoir. Quels sont vos objectifs très précisément? La relève légitime. Ça veut dire quoi en français facile pour la relève légitime? Vous savez, le président Talon, il a pris le pays en 2016 et nous savons ce qu'il en a fait de bien. D'accord? La relève légitime, c'est que le pouvoir ne peut pas, du point de vue de Moël Bénin, ne peut pas être remis entre les mains de quelqu'un ou d'une chapelle qui pense que rien de bien n'a été fait depuis 2016 à ce jour. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux de remettre le pouvoir aux mains d'une chapelle qui pense que c'est zéro, tout ce qui a été fait en 2016 à ce jour. Non. La relève légitime, c'est d'identifier une personnalité dans le pays qui reconnaît ce qui a été fait de bien pour pouvoir, comment on appelle, renforcer ce qui a été fait de bien et qui, parce que le président Talon n'est pas Dieu, il peut, dans son exercice, dans son ministère, dans l'exercice du pouvoir, il peut avoir
moins bien fait certaines choses. Il faut que cette personne-là puisse prendre conscience de ce que, bien que nous soyons satisfaits globalement de ce qui a été fait, que ça reste quand même perfectible. D'accord. C'est ça la notion de relève légitime. D'accord. Mais comment vous l'identifiez à votre niveau? Parce que je vous donne les noms. Hein. Oui, Olivier Bokor, Johannes Dayon, Joseph Diogbenou, Isaac Ayadi. Oui. Nous sommes... Ça, c'est les noms qui circulent. Non, moi, mon nom ne circule. Ah, votre nom ne circule pas. D'accord. Donc, moi, je pense que nous sommes... Ou vous allez attendre les 6 mois, comme le chronogramme du président de la République. Nous sommes à Moelle Bénin. Nous sommes dans la majorité présidentielle. Oui, là, vous nous dites de nouveau. Nous sommes un soutien fidèle et loyal du chef de l'État. Là encore, vous ne nous dites rien de nouveau. D'accord. Nous attendons que le casting soit fait et que la direction nous soit indiquée pour suivre. Ah, donc vous ne faites rien de votre côté. Vous attendez qu'on vous dise... Non, j'ai dit le casting. Oui. Donc ça dit que c'est vous qui ne le... Les autres le font et puis vous suivez. Qui le fait? Non, vous avez dit vous attendez. C'est ce que vous venez de dire. J'ai dit beaucoup de choses. J'ai dit, nous sommes dans la majorité. Oui. Nous sommes dans un camp. Nous sommes dans une équipe. L'équipe a un coach. D'accord? C'est le coach qui aligne. D'accord? Aligne les joueurs. Oui. Donc nous attendons qu'il sorte sa liste. Il ne va pas le faire sans concertation. Moi, Bénin, dans le processus, dans le process du casting là, donnera son point de vue. Ce point de vue peut passer, comme ça peut ne pas passer. Mais en tout état de cause, en tant que membre fidèle et loyal de la majorité présidentielle, nous allons suivre ce qui sera décidé. C'est aussi ça. Quand vous faites un choix, vous renoncez à quelque chose. Vous savez ça, hein? Si nous avons fait le choix d'être dans une équipe, nous sommes un peu quand même à notre indépendance absolue. D'accord? Donc il se peut que dans certains sujets, on puisse faire quelque chose du groupe qui n'est pas forcément ce que nous pensons. Mais de tous les noms que je viens de vous citer, vous pensez qu'ils relèvent de cette, excusez la tautologie, de cette relève légitime, de tous les noms que je viens de citer? Oui. Oui. Vous pensez qu'ils font tous l'affaire? Ils peuvent tous faire l'affaire. Olivier Bokor, Johannes Dayon, Romuald Ouaddaï, j'ai oublié ça, Joseph Diogbenou. J'ai exclu Jacques Ayadi, puisque Jacques Ayadi dit que son n'est pas dedans. Pourquoi vous pensez que l'un d'entre eux ne peut pas faire? Je vous pose la question, moi je n'ai pas d'avis, je vous pose la question. Vous devez avoir d'avis, c'est ce que je peux dire. Oui, c'est pas mon avis qui prime. C'est ce que le chef de l'État a demandé de faire. Pour le moment, ce matin, c'est votre avis qui prime. C'est vous qui êtes l'invité. Le jour, on fait un débat tous les soirs à ETélé. Vous pouvez suivre. Tous. C'est pas mon avis qui compte, c'est votre avis qui compte. Tous les noms que vous venez de citer, autant qu'ils sont, ils sont en capacité d'être la relève légitime. Et c'est pas seulement ces noms, peut-être il y a d'autres noms que vous ne connaissez pas. Il y a d'autres noms que vous ne connaissez pas. D'accord. C'est une belle façon de botter en touche. Vous ne voulez pas vous mouiller? Non, moi je ne botte rien, moi je réponds. Ah, vous répondez. Je ne fais pas de débat fiction. D'accord. Ok, vous avez souhaité qu'on aborde rapidement cette question à l'international avant de vider quelques questions, de revenir sur notre actualité nationale, c'est le Sénégal. Oui. Avec la décision du Conseil constitutionnel, comment vous appréciez disons, le Conseil constitutionnel qui vient de mettre un stop à Macky Sall et remet les institutions à l'endroit? Si on s'en tient à tout ce qui est dit, voilà, le Conseil constitutionnel sénégalais vient de sauver la démocratie dans ce pays. Est-ce que vous êtes du même avis? Bien sûr, mais celui qui a le plus mélorié, ce n'est pas d'abord le Conseil constitutionnel, c'est le peuple sénégalais qu'il faut saluer. Parce que comme j'ai mal de dire tout le temps, tout peuple mérite ses dirigeants, mérite ses institutions, mérite ses journalistes, mérite ses syndicalistes, mérite. Donc d'abord, c'est parce que le peuple sénégalais n'en veut pas. Et
s'est battu et continue de se battre pour que le Conseil constitutionnel a pris cette décision-là. Si on ne le sait pas et on fait une autre analyse, on est à côté. Deuxièmement, je salue le Conseil constitutionnel parce qu'on peut faire un forcing en voyant, comment on appelle, la volonté du peuple, les désirs du peuple. On peut faire un forcing. On peut quand même aller contre le peuple. Donc je les salue. Je les salue tous les 6. Parce qu'il y avait un qui est absent. Je salue également parce que c'est la loi organique sur la Cour qui permet à 6 sur 7 de pouvoir délibérer. Je les salue parce qu'ils ont amené un peu de sourire en Afrique noire, notamment francophone. Nous avons le sourire, nous avons l'espoir, nous avons la fierté d'abord, après le sourire, et nous pouvons espérer le lendemain meilleur, pour savoir que nous sommes capables d'être dignes, nous sommes capables de restaurer la dignité en Afrique. Je souhaite simplement que la classe politique sénégalaise, mais j'ai oublié, il y a d'abord Macky Sall, bien qu'il ait tenté ce qu'il a essayé de faire là, il a quand même pris acte de la décision du Conseil constitutionnel et a dit qu'il va faire en sorte que bon, les élections s'organisent normalement pour Josan. Je le salue parce qu'il aurait pu également faire le forcing. Donc il faut le saluer pour enfin comprendre le langage du peuple sénégalais, que je salue avec déférence. Je salue le peuple sénégalais. Parce qu'il continue même, en dépit donc de la décision du Conseil constitutionnel, en dépit de ce que le président Macky Sall a dit, bon, ok, on fait comme vous avez dit, il n'a pas baissé la garde. Donc il faut que la classe politique comprenne cela. Et savoir que lorsque un peuple vous fait confiance et vous donne un mandat, il faut respecter ce peuple-là. Quelle leçon on peut en tirer pour nous ici? Vous savez, moi, j'ai un passé syndicaliste. Et de loin, j'observais un peu la classe politique et j'ai compris qu'il y a quelque chose à améliorer. Il y a pas issu devenu politique pour essayer de travailler pour qu'il y ait moins de désamour entre le peuple et la classe politique. Parce que c'est des comportements du genre de ce que Macky Sall a essayé de faire avec sa majorité à l'Assemblée nationale, qui, pour forcément faire passer une loi, a dû, Manu Militari, venir faire sortir des députés qui tenaient à ce qu'on fasse un débat préalablement au vote de la loi. Donc, il faut qu'on prenne conscience de cela. Et pour savoir que les peuples peuvent être imprévisibles. Les peuples, nos peuples, peuvent être imprévisibles et essayer de recourir moins au forcing. Recourir moins au forcing. Si vous allez aujourd'hui interroger le président Blaise Compaoré, il vous donnerait, comme Blé Goudé a commencé par le faire, il vous donnerait des conseils. Parce qu'au moment où il faisait son forcing, il ne savait pas que quelques heures après, il allait se retrouver là où il s'est retrouvé jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut que nous tirons le son de ce qui vient de passer au niveau du Sénégal et savoir jusqu'où nous arrêter. Ne pas aller plus loin. Voilà. Ça nous permet de revenir ici pour pouvoir opiner sur une autre question. C'est on va dire, l'offre du président de la République, ce décret pris, je ne veux pas être péjoratif, ce décret pris par le président de la République portant création d'un collège de ministres conseillers.
Jacques Ayadi, est-ce que c'est une, sans vouloir vous faire de procès d'intention, une juste récompense pour les partis qui soutiennent l'action du gouvernement, à défaut d'un véritable remaniement ministériel? Bon, à défaut de bénéficier d'un véritable remaniement ministériel. Comment vous appréciez l'offre que vous fait le président de la République? Puisque il est question des partis soutenant son action à l'Assemblée nationale et ceux des autres groupes qui sont de là. Donc on a compris que c'est la majorité présidentielle. Comment vous l'accueillez déjà, cette offre? Non, c'est une bonne chose. Même si je n'ai pas un jugement de valeur à faire sur cette décision de l'État, parce que c'est lui seul qui a les prérogatives constitutionnelles de désigner ses collaborateurs à tous les niveaux. Si aujourd'hui, dans l'exercice de ses fonctions de président de la République, il estime d'avoir une catégorie de collaborateurs supplémentaires ou complémentaires, on n'a qu'à respecter cela. Voilà ce que je peux vous répondre. Oui, on le respecte. Ma question c'est, est-ce que c'est une récompense pour les partis qui soutiennent son action ou c'est quelque chose de légitime pour vous, que vous soyez, que les partis politiques soient, puisque, je ne sais pas pour Moël Bénin, mais d'autres partis, on a eu beaucoup d'échos, de frustration de tel, parce que les partis, légitimement, un membre important d'un parti, je pense que l'Union Progressiste Le Nouveau a même dit qu'ils ont du mal à placer leur cadre. Il y a des difficultés qui ont été énoncées ici et là. Est-ce que ça tombe à pic pour que les partis puissent avoir gain de cause? Vous me posez la question comme si on peut faire grief au président de la République de vouloir faire une gestion politique du pouvoir. Le président a expliqué, il a motivé sa décision de mettre en place ce collège de ministres conseillers. Il a motivé. Et je pense que sa motivation, ses explications sont pertinentes. Oui. Vous les reprenez à votre compte simplement. Bien sûr, pourquoi pas. Voilà. Il y a un autre qui n'entend pas de cette oreille, c'est Boni Yaye qui a fait un recours devant la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous jugez son recours pertinent? Bon, écoutez, moi, je ne sais pas, le président de la République, il nomme qui il veut, hein, donc je ne sais pas pourquoi... Pour paraphraser pour lui, ce qui a été pris comme décision, en tout cas, les attributions de ce poste relèvent des hauts fonctionnaires de l'État, et donc les hauts fonctionnaires de l'État, ça doit être, encore là, une question de rétablissement de l'égalité, doit être ouvert à tout le monde et ne pas être restreint, juste pour paraphraser ce recours. Non, c'est qu'il oublie, parce que je vois qu'il revendique un peu le poste de chef de file de l'opposition, non? Et quand on est dans cette vous pensez qu'il ne l'est pas de fait? Il est président du parti. Oui, je sais qu'il est de fait, mais il le réaffirme tout le temps. Mais quand on le réaffirme, c'est qu'on veut s'éloigner du pouvoir exécutif. C'est ça, non? Donc, bon, il aurait souhaité que les démocrates aussi fassent des propositions de ministres conseillers, c'est ça? Moi, je n'ai pas lu le recours, c'est vous qui m'en parlez là, parce que je ne sais pas ce qu'il a dit, sinon le président de la République peut nommer qui il veut. Hein. Et on a déjà vu, bon, je ne vais pas faire comme l'autre pour aller ressasser le passé, non. Je ne pense pas que quand le président Boni Yaye était au pouvoir, quelqu'un lui a fait des reproches de nommer à saisir la Cour pour ses nominations ou ses intentions de nommer des gens. Et ça me permet de revenir encore sur votre question de légitimité. Là, le président Yaye Boni, à 2 semaines de la fin de son mandat, a quand même fait un remaniement ministériel. Et il était dans son droit. Il était dans son droit. Donc ceux qui parlent de légitimité, là, ils n'ont qu'à savoir raison garder. Un président élu pour 5 ans, il est légal et légitime jusqu'à la dernière seconde de son mandat. Donc, voilà. Pour vous, il n'y a pas de quoi faut être... Non, ce recours n'a aucune chance de prospérer. Non. Vous n'êtes pas la Cour constitutionnelle? Oui, ben, je fais mon analyse. Bon, voilà. Puisqu'on a dit que c'est le président qui nomme qui veut. Comment on va non, il faut comprendre ce que voilà. Tout au moins, les attributions, vous avez lu les textes comme nous, les attributions qui sont conférées là, en tout cas à la date d'aujourd'hui, au ministre conseiller. Est-ce que vous ne craignez pas que ça puisse... parce que le chef de l'État, on l'a observé aussi lors de sa dernière prise de parole, il disait qu'il y avait beaucoup d'autres points à être précisés quant à
cette nomination. Beaucoup redoutent qu'il y ait des chevauchements entre les ministres qui ont des portefeuilles, disons, je ne dirais pas de plein droit, et ces ministres conseillers, leur statut. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y ait chevauchement? Non, non, vous connaissez bien l'appareil d'État? Non, 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 il n'y a aucun chevauchement. On a bien dit ministres conseillers. C'est des gens qui vont, des personnalités qui vont appuyer le chef de l'État dans l'examen et l'étude des dossiers que les ministres sectoriels vont soumettre. Enfin, pour moi, il n'y aura pas de chevauchement. Voilà. Restons sur le Parti des démocrates, puisque ça fait l'actualité. Quelle est votre appréciation? Est-ce que vous trouvez pertinent également, du moins le communiqué de cette semaine qui fait état de tentatives d'assassinat sur les responsables, en tout cas des problèmes de sécurité qu'ils ont éventés à la connaissance de l'opinion publique. Éventés, c'est-à-dire qu'ils ont... J'ai cru inventer. Éventés à l'opinion publique. Quelle appréciation en faites-vous? D'aucuns parlent de diversion, pour paraphraser la réponse du porte-parole du gouvernement. Vous, qu'en dites-vous? Non, moi je ne suis pas... Je n'ai pas pour habitude de mettre un jugement de valeur sur des actes de partis politiques. Je n'aime pas. Je ne sais pas quels sont les éléments qui les ont fondés à sortir ce communiqué. Donc moi je ne peux pas... Ils ont un problème, ils ont posé. Moi je n'ai rien à dire. Je n'ai pas de jugement de valeur à dire par rapport à... Donc vous n'êtes pas aussi alarmiste que le parti Force Coriry.Bénin Émergent qui demande au procureur de s'auto-saisir de... Non, non, je crois que demander au procureur de s'auto-saisir, c'est pas être alarmiste. Hein. Normalement, quand on pose un problème comme ça, je crois que c'est une très bonne proposition de FCBE de demander qu'on ne néglige pas ce qu'ils ont dit, que le procureur puisse s'en occuper, parce qu'ils ont posé le problème. Si on ne fait rien et que demain on commence pas à avoir des situations d'urgence, c'est pas bien. Donc moi, bien au contraire, je salue. Il faut prendre au sérieux ce qu'ils disent. Moi, je ne veux pas mais je ne condamne pas non plus. J'apprécie à sa juste valeur ces propositions du parti Force Coriry.Bénin Émergent. D'accord. Jacques a dit, il nous reste 1 minute. Oui. Je vous la laisse. Bon, je vous remercie d'abord et je vais faire mon mot de fin. Et comme j'ai pris l'habitude de toujours écrire mon mot de fin, je vais vous prier de me laisser m'adresser aux populations. J'espère que ce ne sera pas une motion. Non, non, pas du tout. Alors, 2 choses que je trouve essentielles en ce moment. Premièrement, je voudrais m'adresser à nos députés, à nos parlementaires. Je veux leur dire que le forcing n'a jamais été un facteur d'accord avec les peuples. Le forcing n'a jamais été un facteur d'accord avec les peuples. Or, le député est par définition l'élu du peuple, le représentant du peuple. Je leur demande de rester en accord avec ce peuple qui les a élus. Ça, c'est aux députés que je pense. Deuxièmement, je voudrais m'adresser à la classe politique dans son ensemble, toutes tendances confondues, et même au peuple tout entier. J'ai une image qui m'inspire. Il s'agit d'une femme convoitée par 4 prétendants. Un musicien, un chasseur, un nageur et un médecin. Cette femme est allée à la rivière un jour pour faire la lessive. Les 4 prétendants se trouvaient aussi tous, comme par hasard, au bord de la rivière. Puis, tout d'un coup, un crocodile a surgi pour mordre la femme et l'a entraînée dans la rivière. Le musicien a entonné une belle chanson et le crocodile, attiré par la belle mélodie, a soulevé
sa tête. Et dès que le chasseur a vu la tête du crocodile en dehors de l'eau, eh bien, le chasseur a tiré sur le crocodile pour le tuer. Il reste maintenant que la femme en souffrance dans la rivière, ne sachant pas nager. Qu'est-ce que le nageur a fait? Le nageur a plongé dans la rivière pour ramener la femme sur la rive. La femme est arrivée sur la rive, elle souffrait sous le coup de la morsure du crocodile, et enfin, qu'est-ce que le médecin a fait? Le médecin a soigné la femme qui a recouvré sa santé. Qu'est-ce que je veux insinuer par cette caricature? La femme dont il est question, c'est le Bénin. La femme dont il est question, c'est le Bénin. Et les prétendants, ce sont les différentes obédiences politiques qui aiment ce Bénin et qui aspirent à le diriger un jour. C'est pour dire que quand le pays est en danger, quand le Bénin est en danger, nous avons l'obligation de le sauver, y compris par une coalition de circonstances. À ces heures d'interrogation et d'incertitude, au niveau de moi, Bénin, nous avons essayé de jouer notre partition pour faire avancer la démocratie et notre pays. Nous souhaitons que chaque obédience politique s'y emploie, comme nous, car, comme le président Patrice Talon l'a toujours martelé, seul le Bénin est éternel. Si parce que nous aimons le Bénin, nous voulons le conquérir, nous devons travailler chacun de son côté pour le tuer, un jour, nous n'aurons plus ce Bénin-là. Question. Est-ce que notre peuple, aujourd'hui, est-ce que c'est la révision de la Constitution qui est son problème? Est-ce que la révision de la Constitution, dans le contexte qui est le nôtre, ne va pas travailler, ne va pas contribuer, ne va pas nous amener à tuer le Bénin que nous aimons si tant? Si la réponse est non, il faut qu'on recule. Mais si on pense qu'en révisant la Constitution, aujourd'hui et maintenant, nous allons travailler à sauver le Bénin, à nous aller. Je vous remercie. Voilà, merci. On va finir sur cette belle allégorie de Jacques Kayadji. En même temps, on a envie de savoir du musicien, du nageur, du médecin. Du médecin et du chasseur. Et du chasseur. Moi, le Bénin, c'est une caricature. Oui, le Bénin est quelque chose. Oui, je le sais très bien. Bon, comme la belle femme, c'est le Bénin. Oui, la belle femme, c'est le Bénin. D'identifier le reste. Il n'y a aucune chapelle politique qui veille du mal pour le Bénin. Tous ceux qui se battent, que ce soit démocrate, UP, BM, MOEL, Renaissance nationale, Respect l'Espoir et autres, FCBE, nous voulons tous du bien du Bénin. Donc ne travaillons pas à tuer cette femme que nous convoitons tous. C'est tout ce que je dis. Merci. Merci à vous. Merci de vous être prêté à nos questions ce matin. Merci pour votre disponibilité. En espérant vous retrouver très bientôt. C'est un plaisir. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, l'entretien du dimanche, c'est politique, c'est terminé, mais ne quittez pas votre position. Vous aurez droit dans quelques instants à l'hebdo des éditorialistes avec Angèle Toboula et ses invités.